puisque le syndicat français se fonde au moment de la charte d'Amiens avec l'idée qu'il faut détruire le salariat. Pourquoi? Parce que le salariat, c'est le capitalisme. Et donc, il faut détruire le salariat. Donc, ils ne vont pas défendre les salariés, puisqu'il faut le détruire, le salariat. Et que, par ailleurs, le syndicat représente le modèle de la société future. Et donc, il faut rompre. C'est une position révolutionnaire, mais révolutionnaire au sens strict du terme. Les syndicats ne sont du coup pas réformistes. Et donc, n'entrent pas dans une logique de co-construction. C'est la tradition française, sauf certains syndicats qui sont dans une logique plus réformiste. Évidemment, tout l'eau a coulé, cette tradition s'est atténuée, mais disons, le code génétique demeure, à la différence des syndicats allemands, qui sont, très puissants, et qui sont, eux, dans une logique de co-organisation et de co-construction. C'est vrai que la bonne solution, ce serait de dire, eh bien, si vous voulez avoir des indemnités de chômage, il faut vous syndiquer, c'est obligatoire, c'est ce qui existe dans un certain nombre de pays, et rendre le syndicalisme, la syndicalisation obligatoire. C'est intéressant en Belgique parce que du coup, il n'y a pas un antagonisme entre les chômeurs et les salariés. C'est-à-dire que le syndicat il défend aussi bien les chômeurs que ceux qui travaillent. Exactement. Et donc, en même temps, le syndicat intervient pour l'indemnisation des chômeurs et l'intermédiaire. Donc, ils ont une clientèle captive, ce qui explique qu'ils ont 80% de syndiqués en Belgique. Je joue juste un petit point sur la démocratie participative. Je suis d'accord avec votre analyse, mais je ne voudrais pas qu'elle soit un gadget. C'est vrai que quand on fait des budgets participatifs à Paris, franchement, moi ça me fait hurler. C'est-à-dire que vous avez, alors on dit voilà, vous avez une somme, et puis vous en faites ce que vous voulez. Alors on va faire des trucs qui sont artistiquement formidables, des jardins sur l'eau, des trucs qui n'ont, à l'égard de l'intérêt général, compte tenu, enfin c'est des trucs de bobo, je veux dire, c'est des trucs hallucinants. Alors il n'y a pas de logements sociaux, enfin, il y a plein de choses à faire, et là on va faire des trucs qui font plaisir à une infime partie de la population, et voilà, là c'est du gadget. Alors, je suis d'accord. Voilà, tu t'insistes parce que le budget participatif au départ, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Porto Alegre, donc avec le Parti des travailleurs, c'est carrément les groupes d'habitants qui élaborent le budget de la ville. C'est-à-dire, ils interviennent, alors évidemment, ils déterminent par des logiques de négociation successives les priorités en fonction des besoins d'un quartier à l'autre. Par exemple, est-ce que c'est normal de toujours refaire la rue de tel quartier qui est déjà très développé et très beau, alors qu'il y a des bidonvilles à quelques mètres? Alors donc, ils arrivent à hiérarchiser de façon collective avec des rencontres interquartiers, etc. Alors c'est ça le budget participatif, c'est pas effectivement le truc gadget. Il y a quelques jours un congrès très intéressant à Paris qui est OpenGov, ça s'appelle, et c'était toutes les initiatives de ce type qui étaient réunies, qui venaient se présenter, etc. Des choses passionnantes à étudier. Alors il y a un truc quand même, c'est la durée. C'est-à-dire, au-delà de l'enthousiasme pionnier, et on est tous fans, dans les associations c'est pareil, hein, les 2 premières années, je ne dis pas ça pour vous porter la poisse, mais ça marche formidablement bien, il y a les pivots, on est content de se voir, puis il y a les petites frictions, et petit à petit le truc commence à s'enterrer. Par exemple, Saillant, la commune de la Drôme, qui était en pointe sur les budgets participatifs, c'est vrai que aujourd'hui, le truc est en train de s'enterrer à grande vitesse, parce que les gens en ont marre d'aller dans les manifestations, les conflits font en sorte que les réunions sont beaucoup moins agréables. Quand il y a une bande de copains qui se retrouvent, c'est formidable. Et le problème de la démocratie, c'est ça. C'est comment on gouverne avec des gens qui ne sont pas nos copains, qu'on n'a pas envie de voir, qu'on déteste même. Il faut trouver des procédures pour arriver à faire les trucs ensemble. Si on est une bande de copains, on n'a pas de mérite. Comment vivre ensemble sans s'entretuer? C'est ça le problème politique. La démocratie est une des réponses. Donc là, attendez, parce que Jean, il va partir, il avait demandé la parole avant, mais il n'y a pas de souci, on a encore du temps. Hein. Mais on aura quelques limites parce qu'il faut manger. Et après dormir. Il faut manger et dormir. Et donc, justement, ça tombe bien parce que je pense que Jean va nous parler d'amour. Je le fais. Venez. Oui, bien sûr. Et c'était inattendu, hein, donc on n'a rien programmé. Qu'est-ce que J'étais même pas au courant. J'ai fait la première partie. Voilà.
Je vais pas y aller. Il est plus grand, hein, c'est ça. Bon, je précise, ça ne veut pas dire que l'université populaire soutient la candidature de Jean Lassalle. Mais voilà. Mais je précise parce que. Écoutez, merci beaucoup. Je remercie le jeune homme qui était là tout à l'heure et qui, lorsque j'étais là, qui était là, alors que j'étais à la librairie et qui est venu me porter un papier très gentiment, me faisant part de votre rencontre de ce soir. Et effectivement, j'ai tout de suite quitté. Je me suis dit, c'est formidable. Et j'ai regardé ce que je pouvais laisser tomber pour rester ce soir. Écoutez, franchement, moi je suis très admiratif par vos exposés, parce qu'il y a le vote bien, il y a celle qui voit la participation. Nous sommes en train de faire ce soir ce qui est très difficile à faire, c'est-à-dire réfléchir ensemble, échanger, pas être trop lent et pas s'engueuler. Déjà, c'est une performance exceptionnelle. Deuxièmement, je voudrais savoir si vous êtes libre samedi, tous les deux, et même vous tous, parce que j'ai une assemblée générale du mouvement que je viens de constituer qui s'appelle Résistons. C'est à Paris. Si vous étiez libre, vous me rendriez un fier service parce qu'il me manque. Vous voyez, quelqu'un qui est fiable. Aussi. Alors vous y réfléchissez. Oui, on va réfléchir. Je vous laisse mon portable et vous m'appelez. Dernièrement, je vous laisse enfin mon dernier ouvrage, un berger à l'Élysée, pour que vous lisiez, pour savoir au cas où vous viendriez, je peux vous poser, si vous voulez. Bon, sur ce qui nous rassemble ce soir, moi, à la lumière de ce que vous dites, je reviens toujours à mon idée. Hier, c'était bien mieux qu'aujourd'hui, etc. Et nous vivons quand même depuis longtemps dans un monde qui est à la fois individuel et collectif. Il arrive parfois, de temps à autre, que nous soyons très heureux parce que l'individuel fonctionne, je sais ce que je vais faire et je le fais et on m'enquiquine pas trop. Et il se trouve qu'à un moment, le collectif va bien parce qu'on prend des décisions qui, par bonheur, tombent bien et qui tiennent quelque temps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le nouvel élan, la nouvelle situation de mondialisation, parce qu'il y en a eu plusieurs, celle-ci est la dernière, chute du mur de Berlin et Internet, font que nous n'avons plus qu'un seul modèle, qui était le nôtre, que nous aimions. Il n'y en avait plus aucun autre pour nous enquiquiner, sauf qu'il est devenu fou, furieux. Il est devenu cannibale et même chronophage. Il bouffe tout, il se bouffe même en temps lui-même. Et l'individuel, il est un peu flingué, parce que je ne sais pas où juste ce que je vais faire, où je vais, ni qui va m'en empêcher. Et le collectif, alors là, c'est encore autre chose. Parce que le faire fonctionner, qui est-ce qui prend en charge le collectif? Alors, mon ami me disait, le collectif, tu vois, ça pourrait fonctionner. Le TGV, si tu regardes bien, c'est une connerie. D'accord, ça va vite, mais alors l'énergie, un carbone et tout ça, t'imagines, le nucléaire, le pétrole, tout ce qu'il faut mettre dedans, ce serait vachement plus intelligent de mettre dans des cabines qui sont très bien, un petit pédalier pour chacun, très bien élaboré, qui les multiplie à l'extrême, et tout le monde pédale un peu, et on fait avancer le TGV. Le seul problème, c'est qu'il faut arranger tous les passagers du TGV pour qu'ils aient envie de pédaler tous un peu. Il suffit qu'il y ait 5 ou 6 couillons qui ne veulent pas pédaler dans un coin pour qu'on n'arrive jamais à Lyon. On avait essayé comme ça. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans ce domaine-là, pour revenir à votre remarquable 5 étoiles définissant les 5 pôles définissant la démocratie. Moi, je voudrais simplement, pour terminer, ajouter un élément. Ce que je perçois, c'est que, certes, Victor Hugo
remourrait immédiatement s'il nous voyait aujourd'hui. Je pense qu'il serait estomaqué. Plus de lèpre, plus de famine, a priori. Et de l'autre côté, s'il survivait, je pense qu'il remourrait aussi de voir tant de misère humaine. Parce que c'est peut-être pas la misère telle qu'il l'a décrite si remarquablement, mais c'est une véritable misère de l'humain, une crise phénoménale. Alors il n'y a pas des dizaines de millions de morts visibles, mais il y a des dizaines de millions de morts vivants qui ne se voient plus d'espoir. Alors que vous avez raison, on n'a jamais vécu aussi longtemps. Et que, en fait, si vous arrivez jusqu'à 93 ans et demi, sans avoir heurté un platane, un cancer, ou, que sais-je, infarctus, vous êtes quasiment assuré de vivre le vrai bonheur. À 93 ans et demi, ça se complique un peu pendant 2 ans. Manque de chance à ce moment-là, vous avez une aide-soignante qui n'a que 5 minutes à vous consacrer pour vous lever, vous laver, changer la culotte, vous faire avaler le petit déjeuner pour vous mettre au lit. Et en plus, certains programmes visent à réduire encore le temps qu'on va vous consacrer. Bien. Le problème aujourd'hui, c'est comment le prendre en charge. C'est cette immense angoisse. Moi, je le vois comme ça auprès de l'immense majorité de ce que je rencontre, que je rencontre. J'ai rencontré un peuple, mais plusieurs peuples. Madame parlait tout à l'heure d'identité nationale. J'ai rencontré à l'intérieur de la France, j'ai fait 15 pays en Europe et 150 pays à travers le monde. Il y a aujourd'hui le même mal, c'est que nous sommes dans un univers, et parlons de France, qui a peur, nous avons peur. Et moi j'ai cru comprendre que nous n'avions plus confiance en rien ni en personne. Et comment réenchanter ce champ, c'est-à-dire comment faire en sorte que nous retrouvions un élément qui, quelque temps, parce que je suis bien d'accord, les systèmes ne vivent pas très longtemps, il faut en avoir conscience, on a le sentiment qu'on va retaper le monde ou la France pour très longtemps. Non, 25 ans, le Conseil national de la résistance a quand même réussi à lui donner une sacrée bouffée d'oxygène pour 50 ans, 60, 70 ans. Aujourd'hui, on n'est pas de ce côté-là. Donc, moi, je crois que ce que nous recherchons tous, éperdument, dans un monde, dans un contexte qui a complètement banalisé l'homme au profit de la spéculation, de l'argent pour l'argent, c'est au fond comment l'homme, par la démocratie, peut de nouveau retrouver les manettes du pouvoir et de son destin. Voilà la question, me semble-t-il, qui est aujourd'hui posée et à laquelle il est fichtrement difficile de répondre. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Vous allez voir un bouquin que je leur montre sur moi, croyez ça. Non, il n'y a pas de... Ça m'intéresse beaucoup, justement. Justement, je voulais savoir. Parce que j'ai écrit... J'avais mis la barre tellement haut que je... Voilà. Non, mais on va continuer la discussion. Merci. Oui, d'accord, je reste un peu pour voir si c'est bon du temps. Je pense qu'aujourd'hui, on peut mis à la place des choses, à la place de la réussite par l'économie. Et l'économie, aujourd'hui, c'est c'est ce pourquoi l'homme vit. Et je pense qu'il faudrait mettre et dire la définition de pourquoi on doit vivre, et qui est l'émancipation personnelle, l'émancipation collective. Je pense qu'il est beaucoup plus important aujourd'hui. Pourquoi on vit, la place de l'économie a pris trop d'ampleur, alors qu'il faudrait redéfinir et le redire et réexpliquer pourquoi on existe, et je pense que c'est Vous voulez presque revenir au grec, je suis entièrement d'accord, parce que vous êtes en train de plaider pour la philosophie. Donc, si vous voulez, c'est mon fonds de commerce, si je puis dire, donc je suis intégralement d'accord avec vous.
Les penseurs grecs considéraient que dans la cité, il fallait reproduire dans l'ordre du cosmos. Et l'ordre du cosmos, c'est les choses lourdes sont en bas, les choses légères sont en haut. Et ça correspondait à la tripartition. En bas, c'est le ventre et le bas-ventre. Bouffer et baiser. C'est les choses les plus lourdes, ça s'appelle l'économie. Oikia, la maison, l'économie, c'est-à-dire ce qui nous rend mortels, puisque nous sommes dans l'économie, dans le cycle de la vie. Si on se reproduit, on mange, on a faim, on mange, on a faim, et on fait des enfants qui auront faim et qui mangeront, etc. C'est la cycle. Ce cycle-là n'a pas beaucoup de sens. Voilà, on peut être éternel parce que c'est un cycle, c'est rond, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Ceux qui arrivent à dégager du temps de ce cycle, ils dégagent du temps pour le deuxième niveau, qui est le niveau de thumos, le cœur, le courage, qui est le lieu de la cité. La cité, vous dégagez un peu de temps de votre maison, de votre famille, et vous allez vous occuper des affaires communes. Deuxième manière de réussir votre vie, vous vous occupez des affaires de la cité. Et puis le troisième niveau, c'est nous, l'esprit. Voilà. Là, si vous avez encore un peu plus de temps, vous sortez de la maison, vous sortez de l'assemblée, et vous allez vous consacrer à la condition humaine. Pourquoi vivons-nous ensemble, et pourquoi vivons-nous tout seuls? Alors même qu'on a une vie de mortel, c'est-à-dire qu'on va crever. Pourquoi vivre alors qu'on va mourir? Eh bien là, vous êtes de la philosophie. Et pour les Grecs, et notamment pour Platon, il fallait que le philosophe fût roi. Précisément parce que c'était celui qui comprenait le cosmos et qui, à partir de là, pouvait gérer la cité. Donc le plus bas, c'est l'économie, au-dessus la politique, et tout en haut, la philosophie. Alors, et aujourd'hui, c'est un peu dommage pour moi, mais c'est un peu l'inverse. C'est que l'économie est tout en haut, la politique, ça fait un peu rigoler, et la philosophie, c'est, disons, un petit luxe, on aime bien ça, mais de temps en temps. Voilà. Plus profondément, je pense qu'effectivement, il faut un peu lutter contre cette domination de l'économie, qui n'est pas simplement l'économie, c'est aussi un peu le droit, c'est aussi la bureaucratie. Et relier, ça ne veut pas dire remettre une hiérarchie, parce qu'effectivement, la philosophie, si vous n'avez pas de quoi vivre, c'est un peu difficile aussi, il faut être honnête. C'est remettre simplement une meilleure articulation et fluidité entre ces trois niveaux. On a besoin d'économie, c'est clair. On a besoin de politique, c'est clair, à égalité, et on a besoin de philosophie. Par exemple, moi, j'ai un sujet de prédilection avant la politique et les abeilles, c'était les âges de la vie. La philosophie des âges de la vie. On est dans un contexte où le brouillage des âges est tout à fait considérable. Qu'est-ce qu'être jeune, qu'est-ce qu'être vieux, qu'est-ce qu'être enfant, et surtout qu'est-ce qu'être adulte. Eh bien, imaginez une politique des âges de la vie, qui ne serait pas une politique où chaque âge est dans un bureau séparé, dans un ministère séparé, enfance, petite enfance, jeunesse, vieillesse, grande vieillesse, mais où on remettrait du lien et des objectifs aux différents âges de la vie du berceau à la tombe. Eh bien là, vous avez une politique, justement, qui réenchante. Une politique qui s'intéresse à l'existentiel et qui ne se contente pas de savoir comment on occupe les enfants entre 6 et 7 ans. Qui n'oublie pas que celui qui passe dans un bureau, dans 10 bureaux au cours de sa vie, c'est la même personne. Pourquoi grandir? Qu'est-ce qu'un adulte? Pourquoi vieillir? C'est ces questions qui devraient inspirer les politiques publiques. C'est pas comment on fait en sorte que les vieux ne râlent pas trop, que les jeunes ne fassent pas trop de dégâts, que les enfants soient protégés, puisque c'est la protection de l'enfance. Remettre du sens dans cette affaire. Voilà. Typiquement, donc je suis tout à fait en accord avec vous sur cette question, effectivement, de remettre de l'existentiel. Oui. J'ai beaucoup étudié en fait une œuvre de Karl Marx, Le Capital. Alors j'aimerais bien savoir Le Capital? ce que vous pensez. Tous les volumes, vous avez lu? Non. Est-ce que vous pensez du capitalisme? Le capitalisme, je suis pour. Je suis désolé, mais Marx était pour aussi, puisqu'il considérait que c'était quand même le truc qui était le plus formidable créateur de valeur qui soit. Simplement, il considérait que c'était contradictoire. Donc il n'a pas une critique morale du capitalisme, il considère que ça marche. Ça, au bout du compte, ça ne va pas marcher. Il y aura une prolétarisation, une paupérisation du prolétariat et un monopole capitalistique qui va faire exploser la chose. Il n'y a pas une critique morale, c'est pas l'inégalité du capital qui dénonce, contrairement à ce qu'on pense. On lit le texte de Marx et c'est contradictoire, ça ne peut pas tenir. Mais ce qui est génial dans le capitalisme, c'est que ça produit de la valeur. Ça produit énormément de valeur, c'est la théorie de la plus-value.
Et donc le communisme primitif est un communisme très sympathique, simplement les gens crèvent de faim.